Quand on va investir sur un ETF, comme par exemple un ETF du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, parfois c'est compliqué de le choisir parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent dans notre broker. Par exemple, sur mon PEA Boursorama, j'ai beaucoup d'ETF du S&P 500 et je ne sais pas lequel choisir. Je vais vous montrer plusieurs indicateurs qui vous permettent de choisir les bons ETF. Donc déjà, première chose, on peut comparer l'émetteur et prendre un émetteur que l'on connaît, un émetteur de qualité, un émetteur de confiance, comme par exemple, là on a un ETF du S&P 500 de la BNP qui est éligible au PEA, on en a un autre qui est émis par Amundi. Voilà, vous pouvez déjà, première chose, regarder l'émetteur. Ensuite, vous pouvez aussi regarder les frais. Je vais vous montrer, alors on va prendre le WPEA, donc c'est pas un ETF du S&P 500, mais c'est un ETF du MSCI World. Là, on a un ETF Swap PEA, donc qui est éligible au PEA, dont la part est à 5,50 €. Donc avec une réplication synthétique, on a fait pas mal de vidéos là-dessus pour vous montrer que c'est éligible au PEA, avec une taille du fonds qui augmente, celui-ci a été lancé récemment, mais la taille du fonds qui augmente. Et donc ce qu'on peut regarder, c'est déjà regarder les frais. Là on a des frais de 0,25% par an. 0,25%, c'est les frais qui sont inhérents à l'ETF. Après, il faut savoir que celui-ci, iShares, donc c'est la société BlackRock qui émet ces ETF, celui-ci, sur Boursorama, vous n'avez aucun frais d'achat et de vente en fait à la transaction. Il n'y a pas de frais de transaction. Alors que sur Fortuneo, sur Bourse Direct, vous aurez des frais. Après, sur Fortuneo, sur Bourse Direct, peut-être que les frais sont parfois un peu moins élevés sur d'autres actions, sur des actions individuelles, sur d'autres ETF. Mais en tout cas, les ETF iShares, c'est très intéressant si vous êtes sur Boursorama. Si vous voulez, vous avez tous les codes de parrainage dans la description de la vidéo si vous voulez avoir des primes d'ouverture, etc. Je ne reviens pas dessus. Ensuite, donc ça, c'est le WPEA émis par iShares avec des frais de 0,25%. On a l'encours sous gestion et on peut ainsi comparer par exemple le CW8. Donc le CW8, c'est celui d'Amundi. C'est encore une fois un ETF du MSCI World qui est éligible au PEA, qui est synthétique. Vous voyez que là, la taille du fonds, elle n'est pas du tout la même. Donc c'est beaucoup plus liquide et c'est un ETF qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Bien que l'autre, il soit plus récent, mais c'est quand même BlackRock qui l'émet et je pense que ça reste un partenaire de confiance en ce qui concerne la réplication synthétique des ETF. Par contre, ici, on voit que les frais qui sont pris chaque année sont un peu plus importants. Après, ça reste faible, ça reste négligeable pour des ETF. Quand vous avez une enveloppe ou quand vous avez un broker qui vous prend assez peu de frais, en fait, si vous êtes dans une banque traditionnelle, là, les frais vont être catastrophiques et ça va ronger votre performance sur le long terme. Ici, c'est relativement assez faible et de toute façon, vous vous en rendez même pas compte. Par contre, ce qui est intéressant à regarder, tout simplement, c'est de voir s'il y a une différence de tracking entre les deux ETF. Donc, sur le site JustETF, c'est un site super bien fait. Vous pouvez, donc comme je l'ai fait, rechercher un ETF puis en rechercher un autre. Mais vous pouvez aussi comparer deux ETF. Donc, on va comparer avec le WPEA, qui est juste ici, donc émis par iShares. Le problème, c'est qu'il a été émis vers avril. Donc, on n'a pas énormément d'historique pour comparer la performance de ces deux ETF. Et là, on voit que depuis avril, on a 9,79 de performance pour celui d'Amundi et on a 10,66 pour celui de iShares. C'est relativement proche. Voilà. Par contre, on va prendre deux autres ETF, donc ceux que je vous ai montré au début, celui de la BNP, donc, dont le code est juste ici. Hop, on va aller sur JustETF et on va le rechercher. Hop, on l'a, donc BNP Paribas, avec des frais, là, vous voyez, qui sont encore plus faibles. Méthode de réplication, c'est important aussi en fonction de savoir si vous voulez des dividendes ou si vous voulez pas de dividendes en fait. Donc la méthode de distribution est importante à regarder. Là, on est par capitalisation, donc on n'aura pas de dividendes, ils seront réinvestis automatiquement à l'intérieur de l'ETF. La réplication toujours synthétique pour s'exposer au marché américain, forcément que l'ETF est synthétique pour qu'il soit éligible au PEA et la taille du fonds, elle est ici. Donc, ce que je voulais faire, c'est comparer tout simplement cet ETF de la BNP avec celui de Amundi. Celui de Amundi, on a le code juste ici, on le copie, hop, on va juste ici dans JustETF, on colle le code de l'ETF, on l'a juste ici, et là, on peut regarder par exemple sur 5 ans. Sur 5 ans, on aura une différence qui là est relativement faible, encore une fois. Pour celui de la BNP, 116% en 5 ans, pour celui de Amundi, 115% en 5 ans. Donc c'est relativement proche. Par contre, si on regarde sur l'année, là, sur l'année, on a quand même... Non, c'est peut-être pas sur l'année, c'est sur les 6 derniers mois. Non, voilà, sur par exemple les 3 derniers mois, on a quand même, puisque sur 3 mois, la différence, elle peut être plus ou moins ajustée. Là, on a 5,42 pour Amundi, 6,55 pour celui de la BNP. Et on voit globalement que celui de la BNP est toujours un peu plus haut que celui d'Amundi. 33% pour la BNP, 32% pour Amundi. Sur 3 ans, c'est pareil, 45, 44. Sur 5 ans, c'est pareil, 116, 115.
Donc là, on aurait tendance à penser que celui de la BNP est plus intéressant que celui de Amundi. Par contre, on a 0,12% de frais avec un encours de 2000 milliards, ouais, avec un encours sous gestion très important, voilà. Et si on prend celui de Amundi, est-ce que les frais sont les mêmes? Là, on a des frais qui sont plus importants. Donc, encore une fois, ici, celui-ci semble avoir des frais plus importants et semble avoir une réplication un tout petit peu moins élevée. Donc, sur le très long terme, ça peut faire une petite différence. Encore une fois, c'est négligeable. C'est pas parce que vous avez mis tous vos investissements sur un ETF Amundi que vous allez être perdant sur le long terme. Mais c'est des choses que l'on peut comparer et qui, selon moi, sont intéressantes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, vous avez toutes les informations sur les ETF sur les sites des émetteurs. Comme ça, vous aurez tout ce que vous voulez, en fait, les frais de gestion, la capitalisation, etc. Vous avez même là les 10 principaux composants de l'indice. Donc évidemment, sur le S&P 500, c'est les entreprises de la tech, Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, etc. Par contre, comme c'est un ETF synthétique, donc qui réplique cette performance, mais grâce à des entreprises européennes, on a les 10 principales lignes de substitution. Donc là, c'est par exemple ASML, Adidas, Novo Nordisk, tout ça, ce sont des entreprises, donc Stellantis, Ferrari, tout ça, ce sont des entreprises européennes pour que l'ETF puisse être émis en Europe et donc éligible au PEVA. Voilà, les questions en commentaire, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme, abonnez-vous, n'hésitez pas à me faire des suggestions d'idées de vidéos que vous voulez voir, hein, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou sur le marché actions, sur le marché des ETF, sur les investissements, etc., sur les PEVA à compte titre, sur la fiscalité qui risque de changer cette année en France. Mais voilà, posez-moi toutes les questions en commentaire, à très bientôt, ciao!